ez zuen alde egingo. Egoak emaki banizkio, herria izango zen. Ez zuen alde egingo. Naira norera, ezen gehiago xoria izango. Naira norera, ezen gehiago xoria izango. Eta ni xoria nuen maite. Eta ni xoria nuen maite. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Baina norera, ezen gehiago xoria izango. Baina norera. Alors, juste quelques mots de présentation pour commencer cette conférence. À l'occasion de l'inauguration des nouvelles salles de pratique au centre Bambou Biotsa, nous avons invité Daniel Lazenec, maître de zen, d'arts non martiaux puisque rendus pacifiants, et de yoga. C'est un conférencier international, auteur d'une vingtaine de livres qui sont disponibles à la vente à Bambou Biotsa, et qui a ancré ses disciplines dans le quotidien, en tant que père de famille, et dans le monde du travail par les années qu'il a passées en tant que chef d'entreprise, inventeur et ergomètre. De sa pratique intensive et de ses réalisations sont nées 3 écoles, le Zen Vekijo, l'Aïkido-i et le Veki Yoga, qui sont en partie enseignées à Bambou Biotsa et construit les formations d'enseignants dispensées en France, en Europe et au Pays Basque. L'université centrale, Être Occident-Orient, se trouve dans l'Allier. C'est là où il réside. Tout d'abord, merci d'être venus très nombreux. On vient de me dire il y a une vingtaine de minutes que j'avais un rôle à jouer ce soir. Donc, je vous prie de m'excuser si je regarde le papier. Donc, nous avons choisi pour cette occasion de l'inauguration le titre de conférence suivant. Bien-être, mieux-être, être. Les dynamiques de l'humain. Ce choix est venu suite à la lecture dans un média indépendant du nom de Basta, que vous connaissez peut-être, qui s'interroge au sujet d'un livre faisant un essai critique du yoga, essentiellement celui pratiqué dans des salles de fitness plutôt sportifs. Alors, je me tourne vers la personne qui est plutôt avocat de ce livre. Alors, quels faits sont reprochés au yoga, ou plutôt à ses dérives occidentales dans ce livre? Alors, je vais essayer d'être clair, ce qui n'est jamais facile quand on parle du yoga. Alors, grâce au yoga, nous allons mieux. Est-ce que vous allez mieux? Y a-t-il des pratiquants du yoga ici dans cette salle? Oui? Est-ce que vous allez mieux? Oh oui. Oui. Il ne suffit pas de sourire pour dire que ça va mieux. Nous vivons mieux les traces au quotidien. Nous cultivons les pensées positives. Gagnons en concentration. Pas toujours. Avec l'âge, vous savez, on a beau faire du yoga, ça ne résout pas tous les problèmes. Donc, si nous allons mieux, le monde ira mieux. Moyen efficace de diffusion du mythe néolibéraliste, certes, mais qui ne résoudra pas le problème de manque d'hôpitaux, d'enseignants et d'autres inégalités des classes sociales. Là, nous le vivons au quotidien. Combien de revendications que nous voyons chaque fois
s'exprimer et auxquelles nous avons difficulté à répondre, puisqu'on dit souvent ce n'est pas dans nos mains, c'est dans les mains de nos dirigeants. Mais qui les élit, nos dirigeants? C'est ça les questions. Vous votez peut-être? Vous votez? Alors, votez pour la bonne personne. Et surtout le beau programme, bien au-delà de la personne, bien entendu. Les codes du yoga sont plutôt bourgeois. Bon, je vous ai observé ce soir, les uns les autres. Bon, qu'est-ce qu'un bourgeois? Est-ce que quelqu'un qui sait bien se tenir, manger d'une manière correcte à table, ne prend pas plus que nécessaire? Si c'est ça un bourgeois, vous êtes des bourgeois. Dialoguer avec les autres, les écouter autant que parler. Si c'est ça être bourgeois, vous êtes de bons bourgeois. Mais n'est pas là le propos. Le propos qui m'amène aujourd'hui est tout à fait important. D'abord, nous parlons d'une esthétique luxueuse des lieux et apparences individuelles, soignés dans des vêtements utilisés pour pratiquer. Ah, c'est vrai, je ne viens pas avec une salopette pratiquer du yoga, ou alors je veux marquer ma différence avec les autres. Mais je pourrais le faire. L'individualiste est privilégié au détriment du collectif. Et oui, les postures, on ne les fait pas à deux. C'est chacun dans sa posture. Mais n'y a-t-il pas quand même un rapport entre les postures, les unes avec les autres? Avez-vous observé comment l'un se positionne par rapport à l'autre? Je peux continuer? Parce que je m'éloigne du sujet. L'individualisme est privilégié au détriment du collectif. Selon Pierre Bourdieu, vous connaissez Pierre Bourdieu, quand même pas n'importe qui, Pierre Bourdieu, un néolibéralisme, consiste en un programme de destruction des structures collectives, encore capable de faire obstacle à la logique du marché pur, un marché pur. Avoir ce terme aujourd'hui, un marché pur. On peut bien considérer ici que le yoga y participe. Mais ma collègue va reprendre, peut-être n'est-elle pas d'accord avec mes propos. Ben, je ne sais pas, il y a pas mal d'ironie là-dedans, je ne sais pas, ça me déstabilise un peu, j'avoue. Hein. Le yoga a été récupéré au travail quand même, la méditation aussi. C'est une pratique très en vogue dans le monde des entreprises, c'est une bonne chose, non? Amazon, par exemple, a créé un programme qui s'appelle Amazen, qui permet de s'adapter toujours plus aux conditions de pénibilité du travail. Mais c'est quand même bien, non? De pouvoir mieux supporter le travail, c'est quand même bien. Si le yoga et la méditation peuvent nous aider à faire ça, ben, c'est pas mal, hein? C'est un plus, non? Ah oui. Bon, en une cinquantaine d'années, ce que je constate, c'est que le yoga est passé d'une pratique marginale à une activité mainstream. La même chose pour la méditation. On trouve à tous les coins de rue maintenant des cours de méditation en pleine conscience. Mais c'est quand même bien que ça se banalise, non? Ça pose question. Ça pose. L'objectif quand même est de connecter changement individuel et collectif, voire carrément cosmique. Vous vous rendez compte? Cosmique. Et que mettons derrière le mot cosmique? Est une relation avec un univers, avec quelque chose qui nous dépasse, qui nous surpasse, qui fait que nous ne sommes plus que des petits individus à la merci du moindre changement, ou au service d'un changement. Comment va-t-on se situer dans ce monde? Est-on celui qui dirige ou celui qui accepte d'être dirigé, de faire partie d'un tout? Voilà une question fondamentale. Mais je m'éloigne du texte. Le texte nous dit être au service de la productivité, de la performance individuelle. Ah, ça, on peut le voir dans les salles. Il y en a qui arrivent à faire des postures incroyables. Combien d'années pour arriver à se mettre en chandelle ou sur un bras, sur une main, sur la tête? Ça m'impressionne. Et pourtant, selon cela, l'idée du mental peut tout. Bien sûr que la force de la volonté du travail sur soi peut suffire à faire advenir sa propre réalité. Tout est possible. Tout est possible. Ben oui, d'une certaine façon, le yoga prospère sur l'effondrement de l'idéal 68 arts de construire d'autres mondes. Mais comme on n'a plus l'espoir de transformer significativement le monde,
Ben, on s'attache à ce qu'on peut faire. On peut déjà quand même changer sa propre vie, améliorer son psychisme. C'est une bonne chose, non? Oui, oui, en soi, oui, en soi. Mais que dire? L'objectif, on l'a déjà dit. Comment se placent ces trois disciplines que vous disiez tout à l'heure? Le Veiki Yoga, l'Aikidoi. Qu'est-ce que c'est ce mot? Je connais l'Aikido, mais l'Aikidoi. Encore une nouvelle invention. Peut-être va-t-on nous éclairer à ce sujet. Le Zen Vekido, au regard de ces critiques, n'est-ce pas à vous à dire cette phrase, normalement, cher collègue? Oui, mais je trouve que c'est très bien qu'on s'est trompé dans le texte. Hein? Parce que si vous sautez les pages, on va pas s'en sortir. Non, mais moi, je trouve que c'est parfait parce que je trouve que tu prends beaucoup de place. Trop, et trop. Et moi, je vais rappeler à tout le monde que cette conférence est quand même interactive. Oui, c'est ce qu'on espère. C'est-à-dire que vous tous et toutes, vous pouvez intervenir à tout moment. En levant à tout moment. On va laisser quand même le conférencier s'exprimer. Au lieu de laisser Salvatore dominer toute la soirée quand même. À tout moment. Calmez-vous, mademoiselle, calmez-vous. Non, bien sûr, on va être à l'écoute de ce qui va nous être dit, dévoilé peut-être. Et puis, nous ne sommes pas des automates. Nous ne sommes pas seulement des buveurs de mots, de quoi que ce soit. Nous allons tous réagir à ce qui est dit et entendu pour marcher ensemble, parce que c'est bien le but, marcher ensemble. Marcher bancalement, mais marcher ensemble. Eh bien, à vous, cher ami, merci de nous avoir donné l'occasion de... On peut rester là? Ah, ben alors... Bonsoir. Alors, il n'y a pas 20 minutes que je connais le sujet, il y a peut-être 20 jours. Je ne prends pas de notes d'habitude, puis là, je me suis dit, je vais prendre des notes. Parce qu'il y avait trois points dans cette proposition de conférence. Bien-être, mieux-être et être. Je dis, je vais quand même construire quelque chose. Donc, je vais regarder aussi ma feuille de temps en temps. Alors, d'abord, je change l'ordre des mots de la conférence. J'opte plutôt pour la dynamique de mieux-être, bien-être et être. Je trouvais que c'était plus adapté, je vais m'expliquer pourquoi après, que bien-être, mieux-être et être. Alors, le mieux-être, je le définis... des fois, je vais vous poser des questions, puis comme ça, vous avez le micro, vous pourrez répondre aux questions et on avancera de manière interactive, comme on dit aujourd'hui. Alors, le mieux-être, après ces 42 années de transmission, ce que j'ai constaté, c'est que les gens sont plutôt dans le fait de se ressentir dans une phase d'inconfort psychique et ou physique. Et en fait, ils aspirent à vivre un bien-être. C'est ce que j'ai souvent constaté dans la notion de mieux-être. C'est pour aller vers le bien-être. Alors que le contraire n'est pas la réalité. C'est pas d'abord le bien-être, puis le mieux-être. Le deuxième terme, c'est donc bien-être. Ce que j'ai aussi constaté chez ces milliers de pratiquants, c'est plutôt se ressentir... alors je dis plutôt se ressentir que de se sentir. Comme ça, je ne mélange pas le nez avec les perceptions de bioconscience. Donc se ressentir tranquille, se ressentir équilibré psychiquement et alerte physiquement. Et aussi alerte cognitivement. Et c'est ce que je peux signifier comme le terme bien-être. Et puis après, le terme être. Bon, on ne va pas plagier Shakespeare, hein, évidemment. Est-ce que c'est le fait d'avoir conscience d'exister? Donc, j'ai dit que quand il y avait une question, vous pouvez répondre. Si vous voulez répondre, vous levez la main, on vous donne le micro.
Est-ce que c'est le fait d'avoir conscience d'exister? Vous aussi, vous pouvez prendre la parole, évidemment. Alors, exister, mais c'est par rapport à quel domaine? Est-ce que c'est dans le désordre? Exister socialement? Exister professionnellement? Est-ce que c'est familialement? Amicalement, amoureusement, ou par rapport aux autres éléments de la nature, ou quels autres domaines? Est-ce que vous avez quelque chose à apporter sur ces questions? Ça me semble être un tout, indissociable. Bien sûr, il y a chaque élément dans notre existence qu'on voit d'une manière un peu particulière. Chaque élément est vu à part. Ça nous permet d'essayer de comprendre le fonctionnement. Mais c'est un tout. Être, si ce n'est pas un tout, c'est fragmenter à nouveau ce que nous sommes. C'est plutôt dans ce sens-là que je me questionne. Oui, je partage, c'est absolument un tout. C'est pour ça que j'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive et que j'ai donné comme dernier point quels autres domaines s'ouvrent à la notion de être et la conscience d'exister. On va le développer après. Ensuite, vous vouliez faire un parallèle avec les différents enseignements. Alors d'abord, enseignement, ça veut dire expérimentation. Il y a bien sûr les mots que l'on met sur les expérimentations, mais la première chose fondamentale, c'est expérimenter. Expérimenter des situations. Et à partir de l'expérimentation, à partir du ressenti de chacun, à partir de son histoire, à partir de son originalité, de sa singularité, eh bien, l'expérimentation est validée comme étant apportant quelque chose de plus, constructif, ou complètement invalidée, voire en plein désaccord avec l'expérimentation. Bon, c'est vrai que ça arrive c'est exceptionnel, mais ça pourrait. Alors donc il y a trois enseignements que les anciens m'ont légués et que, comme toutes, je crois qu'il y a un menuisier parmi nous au moins. En fait, quand on commence son apprentissage, on va prendre la menuiserie par exemple, il y en a au moins, je crois qu'il y en a deux même. Quand on commence un apprentissage, on est apprenti et on apprend X éléments qui sont à la fois du savoir-faire, du savoir-être, du savoir reconnaître, du bois, des outils, de savoir faire, je l'ai dit, toutes les techniques qui vont avec, et puis l'imaginaire de créativité qui va avec tout ça, etc. Et puis un jour on devient artisan. Et puis un jour on devient, c'est un mot qui n'est plus trop utilisé, on le voit encore chez les boulangers peut-être, on devient maître menuisier. Et on transmet à son tour tout ce que l'on a soi-même appris, mais aussi développé, trouvé, avec les technologies qui changent, et tout ça, ça se complexifie, hein, c'est l'ordre du vivant de se complexifier. Et donc, il y a cette transmission par l'expérimentation. C'est la même chose. Les enseignements sont la même chose. Le verbe, les mots ne viennent que pour donner peut-être encore un petit peu plus de recul par rapport à l'expérimentation, le voir dans une globalité, comme on venait de dire précédemment, pour ne jamais séparer ce qui est expérimenté de tout ce qui permet l'expérimentation. Par exemple, là, on est dans une salle. C'est quasi impossible d'imaginer chaque partie qui compose cette salle et son histoire, et les êtres qui ont contribué. Et quand je dis les êtres, je parle aussi des arbres. C'est innombrable.
Eh ben, c'est pareil pour tout, et c'est pareil pour ces enseignements. Et donc, il y a ce qui est reçu, il y a ce qui est découvert, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est très à la mode, l'innovation, c'est ce qui est nouveau à l'intérieur de l'innovation. Donc, c'est l'action de ce qu'on peut, ce qu'une génération peut apporter à l'intérieur d'un savoir-faire ancestral déjà. Hein. Et ça, c'est constant dans la vie des êtres humains. Donc, c'est pas, pour les enseignements, c'est la même chose. Alors, vous en avez cité 3. Donc, alors, je les mets dans un certain ordre et c'est pas pour rien, et vous allez voir pourquoi. Donc le Veki Yoga, c'est composé de 2 termes, un terme en espéranto et un terme sanskrit. Veki, c'est le verbe réveiller, et Veko, c'est un réveil. Et yoga, ça vient de la racine indo-européenne, c'est le juga. Vous savez, ce qui relie Emart à ça chez toi, des jugs qui relient tes ânes à tes charrues. C'était pour les bœufs, d'accord, ok. Donc les bovins étaient reliés à la charrue, à la charrette, etc., à partir de ce gros Bouddha ovale que l'on mettait à la base du cou et, et en haut des épaules, ce qui leur permettait de pousser sur leurs jambes pour tirer la charrue. Donc en fait, c'est le lien entre l'animal et l'outil. Ce yoga. Et en fait, tout ce qu'on appelle yoga, alors, ne prenez pas ce que je dis pour de la vérité. Prenez-le pour ma petite expérience, pour mon humble réflexion. Faites votre propre recherche, mais je vous fais part des miennes. Et donc, yoga, c'est le lien qu'il y a entre la chair, la biologie, et une des formes de la biologie qui est l'esprit humain, qui va du discursif à l'émotionnel ou au reptilien. Voilà. Donc, lorsque l'humain consciemment ressent son être pleinement, ressent cette bioconscience, hein, là je sens mes orteils, mes oreilles, ma respiration, mon cœur qui bat, je vis à partir de ma biologie. Je vis à partir de ma biologie avant de vivre à partir de mon raisonnement, de mes émotions. Et le joug, c'est ça, c'est cette bioconscience qui permet de ne pas se laisser emporter soit par le raisonnement, soit par l'émotionnel, mais de ne rejeter ni l'un ni l'autre, soit par le reptilien qui crée nos réactions de peur, de violence. Donc, le Veki Yoga, c'est la construction consciente, par l'expérimentation, de cette bioconscience. Donc, la bioconscience, je vais la définir rapidement. Alors d'abord, pourquoi j'utilise ce terme-là? Alors, ça devait être dans les années, je ne sais plus, 90, un truc comme ça, 92. Je cherchais des termes qui pouvaient traduire plus que la proprioception. Et je n'en trouvais pas, et donc j'ai tourné autour de la biologie, etc. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur que j'ai trouvé extraordinaire, d'une gentillesse absolue, qui s'appelait le professeur Paul Chauchard, au cours justement d'un colloque. Et lui, il était professeur à la Sorbonne, et président honoraire de la Sorbonne dans la chaire de neurologie et de neuropédagogie. Et je me suis entretenu plusieurs fois, il est intervenu dans au moins 3 livres, je crois, sur cette problématique. Et il m'a dit, de ce que vous me décrivez, alors lui, il avait une dynamique un petit peu comme ça avec le docteur Vitoz, qui a mis au point une pratique d'auto-éducation ou d'auto-neuropédagogie, où il conseillait sur des choses qui peuvent être très simples, comme par exemple, je vais saisir le morceau de bois qu'il y a devant moi, je décide,
et je vais être extrêmement attentif pour y poser les doigts qui vont bien, le saisir, l'extraire de la table et le ramener vers moi. Et le temps de créer cette attention crée un cheminement neuronal et une excitation au niveau neuromusculaire qui, in fine, rééquilibre les hémisphères cérébraux en développant plutôt un et en reposant l'autre. Reposant, ça veut dire le calmer, hein, ne pas l'utiliser. Voilà, donc le professeur Chauchard m'expliquait cela, et on a convenu que ça pouvait s'appeler la bioconscience, la conscience biologique. Donc maintenant, je dis aux gens, on a au moins 6 sens. Alors souvent les gens ils passent du 6e sens, ça part dans l'ésotérisme, etc. Je ne veux pas du tout parler de ça. C'est pas du tout mon propos dans aucun de mes enseignements. Donc c'est extrêmement pragmatique, et on va, par justement cette activation de nos capacités neuronales, être de plus en plus finement ce que l'on est. Et le Yoga, il est destiné à ça, à développer cette bioconscience qui dort chez tout le monde. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot réveiller, Veki Yoga, pour réveiller le joug que tout le monde a en capacité. La deuxième discipline, s'il y a des questions, vous levez la main. La deuxième discipline, je l'ai appelée Aikidoi. Alors là, je n'ai pas utilisé l'espéranto du tout. Je suis resté dans le verbiage japonais, parce que j'ai fait un parallèle en disant, s'il y a des gens qui sont dans les arts martiaux japonais, qui sont à un moment en stagnation là, au niveau où ils sont, eh bien, s'ils avaient un repère au moins sonore de termes japonais, peut-être que ça serait plus facile qu'ils passent le pas pour déplacer passer au travers du plafond de verre et puis et aller plus loin dans leur cheminement d'évolution personnelle. Donc, pour d'autres choses aussi, mais je l'ai écrit dans des livres, je vais pas, et puis je pense pas que ce soit le moment de parler d'autre chose ici. Je vais rester sur cette notion de mieux-être, de bien-être ou de être. Alors il y a plusieurs éléments. C'est tout d'abord aussi la construction de la bioconscience, puisqu'il y a une partie, la première partie de chaque séance qui est très très proche, voire complètement issue de ce qu'est le Veki Yoga, qui lui est issu du Hatha Yoga, de la gymnastique évolutive, de l'Aikitai-sho, de la médecine chinoise. Donc on retrouve aussi cette notion de bioconscience sans laquelle il ne peut pas y avoir de relation profonde, je m'en expliquerai, entre les êtres. C'est aussi la manière de concevoir les êtres vivants, cette discipline. Et notamment les autres humains. Et particulièrement dans les démarches, dans les dynamiques de conflit ou d'agression. Puisque sa racine de cette discipline, ce sont les arts dans lesquels on attrape la lance et qu'on la dépose sur le sol. On attrape la lance qui a été lancée, on la saisit, donc, et on la dépose sur le sol. En japonais, c'est bu-do. Do, c'est le chemin. Pour arriver à attraper une lance et la déposer sur le sol. Vous entendez que je n'ai pas dit attraper une lance et la renvoyer pour transpercer l'autre. Bien. Mais dans notre civilisation, ça a été traduit tout de suite, vers 1935, puis 1945, après Hiroshima et Nagasaki. C'était traduit par arts martiaux, c'est-à-dire les arts de guerre. Or, c'est pas ça.
puisqu'on ne renvoie pas la lance, on la dépose. Donc c'était un petit peu mal parti déjà avec la traduction, et c'est devenu souvent des techniques de combat plus ou moins réalistes, etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je vais passer là-dessus. Bon, donc dans un processus donc d'agression ou de simulation d'agression ou de simulation de conflit. Vous entendez que je n'ai pas parlé de conflit. J'ai dit démarche, simulation de conflit. Pour un conflit, il faut être 2 personnes, au moins. Or, il ne s'agit pas de ça. Et je vais vous l'expliquer un petit peu. Alors tout d'abord, c'est quand on commence à marcher sur ce sentier-là, c'est la première question, c'est la représentation que l'on peut avoir du vivant. Qu'est-ce que nous sommes? Comment nous fonctionnons? Comment notre être, avec le reste des autres éléments sur cette planète, interagit? Alors, on a soif, on va boire, on a la chance encore un peu d'eau. Si au bout de quelques heures on n'a plus d'eau, la vie sera terminée. Et avant ça, c'est la respiration, évidemment, puis après, c'est la nourriture. Bon, c'est de se poser déjà des questions sur la représentation de son vivant. Et puis, il y a une grande question aussi qui est tout le temps à l'œuvre, ou qui devrait tout le temps être en vibration pour les gens qui s'étudient pour évoluer par cette discipline, c'est de quoi fondamentalement les êtres humains ont besoin. De quoi fondamentalement, pardon, ma phrase est mal tournée, qu'est-ce que fondamentalement, c'est-à-dire fondamentalement, c'est de manière fondamentale, les êtres humains, ce à quoi ils aspirent. Vous avez le micro, allez-y, vous avez 30 secondes. Moi, je vais boire un verre avant de tomber. Oui, c'est ça, c'est l'amour. L'amour que l'on donne, l'amour qu'on reçoit, sous d'autres formes c'est l'amitié, mais c'est toujours la même racine, dans notre langage c'est âme. C'est ça qui est fondamental. Donc si on est d'accord, est-ce qu'on est d'accord? je vais passer comme ça avec ma main, et puis vous allez me dire oui ou non, ou je dis t'es fou, je sais pas, n'importe quoi. Oui, si on met un ordre, c'est après quand même. Ça, c'est dans les facteurs psychosociaux, ça. Mais c'est pas faux. Alors, réponse, oui, Orca. Aucune idée. Ça va venir. Tu vas voir. Mais enfin, c'est parce que tu veux pas te mouiller, là. Tu veux pas te mouiller. Centre-toi et redresse-toi. Tu vas ressentir, mieux ressentir tout ça. Madame? Oui. Mademoiselle, oui. La dame qui est au deuxième, oui. Le avant l'amour pour vous. Non, mais la question c'est fondamental. Essentiel. Oui. Toi, c'est toi qui t'es exprimé tout à l'heure, je crois. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière, que je ne vois pas. Que dites-vous, monsieur au 3e rang, à côté d'Émilie? Avant l'amour, peut-être les besoins nécessitants. Les besoins de base comme l'air, l'eau, etc., que j'ai cités tout à l'heure.
Ah, c'est intéressant, mais il y a des expérimentations qui montrent que, bon, c'est sûr qu'on respire pas, ça va, c'est réglé, quoi. Hein. C'est vrai. Mais je parle que lorsque, effectivement, il y a air, eau et nourriture un minimum. Madame, troisième rang, juste en face de moi. La même chose que monsieur. D'accord. Et une fois que c'est sur la table. Oui. Oui, entendu au sens large. Oui. Madame au troisième rang et au deuxième siège. Bon. Alors, ensuite, on revient là-bas. Madame avec les lunettes. Monsieur? Oui. Tout derrière là-bas, je ne vois pas. En plus, je suis myope, alors je vois que c'est un monsieur quand même. C'est ça, hein? C'est une dame. Ah, vous avez les cheveux courts, non? Oui, c'est vrai, mais comme je vois tout flou, là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous m'accordez votre pardon? Oui, tout à fait. Merci, madame. Beaucoup d'amour, d'ailleurs. Ah, vous êtes adorable. J'aurais dit l'absence de souffrance, parce que l'amour, ok, mais avant d'avoir l'amour, il faut réinitialiser le bien-être, et pour être dans le bien-être ou le mieux-être, j'aurais d'abord travaillé sur ne plus souffrir au sens physique, psychique, avant de le remplacer par une valeur essentielle comme l'amour, la confiance, la gratitude, tout ça, mais avant de pouvoir se nourrir de ça, il faut se nettoyer de tellement de choses. Imaginez que vous grattez derrière tout ce que vous dites à nettoyer. Parce que je vous ai parlé de fondamentalement. Ce qui est en fond, pas ce qui est en périphérie, qui empêche d'accéder au fond. Donc, non, c'est pas forcément être d'accord avec moi. Bon, en tout cas, à mon sens aussi, et vous n'êtes pas exprimé? Ah oui, mais c'est très bien de faire, parce que en plus d'être myope, je vais devenir sourd là. Moi, je suis un peu dur de comprendre, je ne suis pas très rapide, mais en passant comme ça, mais quelque part, je dis, il faut quand même être bien dans sa peau d'abord, pour être bien avec les autres, d'abord avec soi-même, bras dessus, bras dessous, pour pouvoir être bras dessus, bras dessous avec les autres, et pouvoir être aimé, se faire aimer. Je pense que si on est très mal dans sa peau, ça ne marche pas trop. C'est un peu comme Madame disait. Oui, j'entends bien, mais moi je vous parle de quelque chose de fondamental. Je ne vous parle pas de la périphérie qui cache ce qui est fondamental, qui empêche au fondamental de s'exprimer. Je vous parle du fondamental, ce qui est au fond, pas ce qui empêche le fondamental de s'exprimer. Comprenez-vous? Oui et non. Oui et non. Bon. Et toi? Mais je réfléchissais sur Ce besoin d'assurer la survie, de soulager la souffrance, ça pourrait paraître comme primordial, mais en même temps, est-ce que ça vaut la peine s'il n'y a pas d'amour au bout? Donc, si on est dans une situation où on est en souffrance, on n'est pas en sécurité parce qu'on est dans un pays en guerre, par exemple, ça serait facile de baisser les bras, finalement, et dire que être n'en vaut pas la peine. Ce qui nous fait justement vouloir survivre, me semble-t-il, c'est l'amour. Donc, oui. Alors, je dirais, le fondement de la vie, c'est l'amour. Je veux dire, on peut épiloguer, oui, il y a de l'amour, il n'y a pas d'amour, il y a des circonstances qui font qu'on reconnaît ou pas qu'il y a suffisamment d'amour dans telle situation ou une autre. Mais le fondement, c'est l'amour. Je ne vois pas pourquoi on va épiloguer là-dessus. Je veux dire, la relation immédiate
Si on prend d'une mère à son enfant, c'est une relation d'amour. Après, effectivement, il va y avoir un développement dans la relation qui fera qu'on sera plus ou moins en harmonie l'un avec l'autre. Mais le fondement d'une relation, de vous à moi, c'est l'amour. Sinon, je ne vois pas pourquoi je serais ici, pourquoi vous serez là. Ce qui nous amène à se rencontrer, c'est d'abord cet élément essentiel, c'est qu'on a un élan d'amour. Après, effectivement, il y a tout ce qui va parasiter, qui fera que notre élan va plus être aussi spontané, va se modifier, etc. Je vous en prie. Bien, donc je veux parler du fondement. Et dans cette discipline qui s'appelle l'aïkido, c'est de se mettre ça jusqu'au bout des orteils, présent tout le temps. C'est-à-dire que dans des situations de simulation, de conflit ou d'agression, on a en face de soi un être qui fondamentalement devrait être mu par ce sentiment d'amitié ou d'amour. Or, non. Il exprime des souffrances, de la violence, de la peur, et ça s'incarne dans une démarche de conflit, voire une agression physique. Et c'est là que cette discipline-là intervient vraiment par rapport à tout ce qui peut exister, et que c'est un caractère, à mon avis, innovant, c'est de considérer les êtres comme des êtres d'amour. Et que s'ils ne peuvent pas exprimer ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les circonstances humaines, matérielles, enfin, des circonstances qui leur permettent d'être tranquilles et de pouvoir émettre ça et recevoir ça, ou recevoir et émettre, parce que recevoir, eh ben, c'est pas si simple que ça. Si on est soi-même en souffrance. Donc lorsque ce n'est pas ça, pour moi, il y a dysfonctionnement. Oui, parce que je pars du simple fait qu'on est tous mus par ça. Alors pourquoi ça ne s'exprime pas ? C'est la vraie question. Pourquoi ça ne s'exprime pas ? Pourquoi, par exemple, ça s'exprime par l'agression, qu'elle soit verbale ou physique ? C'est pas normal, il y a un truc, quoi. Il y a un dysfonctionnement. Et donc c'est là-dessus que cette discipline-là travaille, dans le domaine relationnel, c'est de concevoir tous les êtres comme ça, et aussi soi-même. J'ai pas dit à commencer par soi, j'ai dit aussi soi-même. Et ainsi d'élargir son point de vue, maintenant non plus par rapport à la fondamentalité, c'est-à-dire l'état d'être fondamental, mais aussi par rapport à ce qui est phénoménal. Alors phénomène, pour moi, un être humain est un phénomène, un arbre est un phénomène, une feuille est un phénomène. Toute chose constituée, même si elle change tout le temps dans sa composition, et on verra pourquoi, enfin pas pourquoi, mais comment après, ce sont des phénomènes. Et donc, quand on ouvre les yeux, eh bien, on peut rapidement s'apercevoir que les êtres sont, ou au moins peuvent, ou pourraient être complémentaires dans leur capacité, aptitude, dynamique, souhait, aspiration. Ainsi, on peut très bien voir ce qui est fondamental, l'amour, et ce qui construit ou qui est construit tout autour de ce phénomène, et de le voir en complémentarité. Au lieu de passer en dualité, 2, on le met en complémentarité. 1 plus 1, c'est 3. Cette manière de voir le monde et de voir les êtres, ça bascule complètement l'état d'esprit que l'on peut avoir. Quelqu'un entre en dynamique de conflit, si on reste dans cette dynamique-là, en fait, la personne est seule dans son conflit. Mais elle est accompagnée
par l'amour que l'on peut émettre et qu'on va aller chercher, on essaye, chez l'autre pour peut-être s'entraider mutuellement pour arriver à cette complémentarité phénoménale. L'aïkidoi va vous permettre ça. C'est un long travail, puisqu'il y a du toucher, il y a des simulations de conflits, d'agressions, et sans aucune violence, tout en préservant son propre vivant, et en préservant ou en apprenant aux autres à préserver le leur. Ainsi, on joue des rôles toniques, rapides, précis, qui peuvent être la représentation concrète d'un conflit, mais avec une dynamique de préservation du vivant. Donc finalement, ça c'est dans cette discipline-là, on est dans une dynamique pour œuvrer, je ne prends pas ce mot au hasard, hein, ce verbe, œuvrer pour la paix, œuvrer pour le développement de différentes consciences, œuvrer pour la santé psychique, physique, cognitive, parce qu'on réfléchit quand même là. Je vous ai demandé de réfléchir, j'ai mis en avant les premières dynamiques que l'on peut avoir dans cette discipline, c'est la réflexion. On est bien au niveau cognitif. Comment ça marche et comment on pourrait agir pour arriver à cette expression de fondamentalité et cette expression de complémentarité des phénomènes. Et une autre chose qui est aussi très essentielle, c'est l'importance de la vie. En fait, pour que nous existions là, à ce moment-là, dans notre forme de l'instant, paf, ça y est, ça a changé. C'est jamais constant. Il a fallu des milliards d'années. Il a fallu des dizaines et des centaines d'ancêtres pour que un jour deux cellules se rencontrent et soient une dynamique qui va un jour, par échange multiple, donner ce qu'on est là, assis sur nos chaises, à partager ce moment tous ensemble. Je suppose que vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses qui est complètement vertigineuse et que la vie est quelque chose d'incroyable et nécessaire à protéger. Toutes les traditions en parlent, hein. Les traditions, les enseignements qui appellent à être reliés, comme avec le joug là, mais reliés en plus avec une autre dimension qui se trouve dans leurs cellules, de protéger le vivant, de ne pas tuer, tout ça, on est chez les franciscains ici, enfin avant c'était ça, et ça fait partie aussi d'enseignement de saint François d'Assise. Donc, quelque part, j'affirme que c'est honorer le vivant. Honorer le vivant. De vivre pleinement avec le maximum de conscience possible à la hauteur de chacun et au moment où on s'exprime. Dans ce sens-là, c'est honorer le vivant. Et dans le domaine relationnel, l'aïkidoi apprend vraiment à honorer le vivant. C'est pour ça que je n'utilise que très peu l'adjectif martial, ou alors je lui colle tout de suite à côté pacifiant, pour dire qu'on part d'une situation qui pourrait être conflictuelle, mais la destination de ça, c'est d'arriver à pacifier mutuellement les êtres qui sont en une dynamique de conflit, à la fois par l'expérimentation directe, profonde, et la réflexion, et que les deux aillent ensemble. Et là, on a réussi à faire une démarche qui est concrète, qui est sociale, qui
qui conduit finalement à la liberté de chacun, parce que est-ce qu'on est plus libre que lorsque l'on aime? Vous avez déjà posé cette question? Quand les êtres sont en amour, ils sont dans une liberté immense. On est dans une dimension d'égalité. Personne n'est au-dessus d'un autre dans cette dynamique-là. Ni en dessous. Bon, je ne te parle pas physiquement, je te parle comme ça. Et de fraternité, ou de sororité, comme on dit aujourd'hui. Donc, et là, quand j'ai fini ça, je me dis, ah, c'est marqué sur les frontons, et Robespierre avait marqué ça dans un de ses discours. Bon. Mais on n'isole pas cette dimension d'évolution personnelle. Vous entendez, hein, je parle d'évolution, je n'ai pas dit développement. On est dans un processus d'évolution. Et ce n'est pas une évolution auto-centrée, pour faire un pléonasme, ou égotique, individualiste. Ben non, parce qu'on est toujours en relation avec au moins un autre, une autre, plusieurs, et on a une vision la plus large possible, en fonction de la conscience du moment, de ce vivant. C'est pour ça que je rejoins cette dame qui a fait ce livre, et j'ai effectivement été spectateur de son entrevue sur un média dont tu as parlé. Je ne sais plus comment ça m'est arrivé là. Et je lui dis, mais exactement. Et c'était pour ça qu'il y a 2-3 ans, j'avais eu cette idée de coucher des interrogations comme ça, d'y répondre sur un livre que j'ai appelé « La vase et les Bouddhas ». Alors c'est un peu une provocation. Parce que j'étudie depuis 1969 toutes ces dynamiques-là. Et j'ai tellement vu de fois, tellement entendu, tellement ressenti, que beaucoup de pratiquants de ces disciplines-là glissent vers un autocentrage, un individualisme, du mieux-être et du bien-être personnel, peu importe les autres finalement, que c'était tellement bizarre qu'on puisse s'arrêter là avec des outils aussi merveilleux que les anciens ont commencé à créer, et que chaque génération amende de sa réflexion et de son expérimentation avec la dynamique globale, que je trouvais que c'était pitoyable, misérable, qu'on s'arrête au fait de l'apport égocentrique et qu'on parle de développement personnel. Donc j'avais écouté cette jeune femme qui a écrit ce livre, et je souscrivais à tout ce qu'elle disait. Donc cet ouvrage que j'ai appelé La vase et le Bouddha, je l'ai appelé La vase parce que quand on met les pieds dans un étang, pieds nus, hein, c'est un petit peu drôle, il y a toute la boue qui passe entre les orteils, et si vous n'avez pas un esprit d'enfant qui aime jouer avec les sensations, vous retirez vite vos pieds parce que c'est dégueulasse, quoi. Hein, voilà. Mais aussi, on pouvait le laisser pour expérimenter ce qui se passe. Bon, moi, j'aime bien expérimenter. Et j'ai choisi ce terme parce que c'est dégueulasse. Donc, j'ai entendu souvent des gens qui pensaient être arrivés à un certain état d'esprit de conscience, trouvaient que tout ce qui était en transformation les plus basiques, l'eau et les végétaux, qui fait de la vase avec la terre, était dégueulasse. Or, le lys,
le nymphéa, le lotus. Ce sont 3 fleurs qui sont des symboles de pureté, de force, de beauté. Et on oublie ça. On oublie que ça sort de là. Hein? Et donc de mettre de côté tout ce qui paraît repoussant et dégueulasse, c'est comme lorsque on a des petits-enfants. Moi j'en ai co-élevé 3. Et ben, je m'occupais très souvent des couches. Hein. Je ne pouvais pas dire à mes enfants c'est caca. Parce que c'est leur plus besoin, c'est les plus besoins de leur organisme, qui peut servir à d'autres organismes. D'où c'est caca, d'où c'est dégueulasse. Vous voyez? Et donc c'était pour répondre à ça que Lavazza et le Bouddha a été écrit pour essayer de remettre, selon mon propre point de vue, donc forcément c'est limité, hein, mais pour remettre, selon ce propre point de vue, les choses dans une autre perspective de vision et de considération. Ainsi, il n'y a pas les gens qui ne sont rien et les gens qui sont tout. Je vais continuer après. Après, on arrive à cette... alors là, c'est plus un chemin, c'est plus un chantier, c'est un sentier. C'est aussi ça, par contre, c'est un chantier. C'est ce qui est appelé le Vekkijo Zen. Vous entendez Vekki, comme tout à l'heure, un réveillé. Mais Vekkijo, en espéranto, si je ne me trompe pas, c'est l'action de se réveiller ou de s'éveiller. Et Zen, ça veut dire la même chose, mais en japonais, comme bouddhisme. Tout ça, c'est 3 termes qui veulent dire la même chose. Et je vais vous expliquer. Parce que je pense que ça nécessite aussi beaucoup d'explications. Car il me semble qu'aujourd'hui, ça part dans une direction qui est un peu curieuse. Et on tire de ça des méditations, par exemple, dans les entreprises. J'ai été ergomètre, et j'ai fait des formations dans les entreprises, donc je connais bien. Formation sur le fait de ce qu'on appelait le stress, etc., les pénibilités au travail. Donc, je crois que je peux en parler un peu. Alors, donc, le Vekkijo Zen, j'ai mis les deux ensemble pour que s'il y a des gens qui pratiquent le Zen Soto, dont je suis issu, par exemple, ou le Zen Rinzai, qui sont deux enseignements différents. Je ne vais pas vous l'expliquer, sauf si vous le demandiez, mais sinon je vais passer à autre chose. J'ai souhaité laisser la notion de Zen Soto pour dire il y a encore une autre dimension sur laquelle on peut intervenir, c'est pas le terme, mais dans laquelle on peut participer, parce que c'est la vie. Et c'est pour ça que je l'appelais Vekkijo Zen. Donc c'est un pléonasme, mais c'est pour non pas agir sur le fond, sans fond qui est le même que le Zen Soto ou que le bouddhisme, mais signifier c'est qu'aujourd'hui cet outil-là peut apporter aux gens qui seraient intéressés par une évolution qui pourrait être celle que je vais essayer de présenter maintenant. Donc ce Vekkijo Zen, c'est la considération des constats qui éclairent notre manière de réfléchir, le discernement, les décisions à prendre, le comportement, les attitudes, les gestes, les actions et la parole. Alors je vous parle de constats, mais en fait, quels sont ces constats? En fait, quelle que soit l'échelle de temps, de durée,
nous constatons qu'aucun corps constitué, comme le nôtre par exemple, comme les plantes, même comme la feuille de papier ou la table ou ces murs, c'est une question d'échelle de temps. Un jour, ces murs vont se transformer en poussière et nous, on sera avant ces murs. Mais c'est seulement une question de phénomènes et de structures différentes. Donc il n'y a aucune matière minérale, aucune matière aérienne, aucune matière aqueuse, végétale, animale ou animale humaine qui est stable. Aucune. Donc qui est de constitution permanente. Aucune. Et c'est exactement comme les productions mentales. C'est l'impermanence qui est leur donnée basique. Rien n'est permanent. Que ce soit nos productions mentales, que tout phénomène. Ensuite, en fait, toute situation, celle-là par exemple, est la réunion dans un instant de dynamiques innombrables. Pour arriver à ce qu'on soit là, comme ça, tous ensemble, vous imaginez, enfin non, on ne peut même pas imaginer, tout ce qu'il a fallu pour que ceci soit. Même tes lunettes, ton pantalon, tes chaussures, tes boucles d'oreilles. Donc, c'est un nombre de causes innombrables qui engendrent des effets. Et ça, c'est le constat de ce qu'on appelle la cause à effet. On utilise souvent un terme, moi je l'utilise très peu parce qu'il est vu par deux sens selon des psychismes différents. Karma. Tout le monde entend parler de ça. Je préfère dire la cause à effet. On dit le karma de rétribution, pardon. T'as fait ça, c'est bien fait. T'as qu'à pas faire le reste. Vous avez déjà entendu ça. Hein. Bon, moi je m'inscris pas dans cette dynamique punitive et j'essaye de reculer pour voir quelles sont les causes qui produisent ces effets, ou au moins une partie des causes, pour être un petit peu moins sot le moment d'après que par rapport au moment présent. Et d'écarter un peu mes petites consciences pour voir un peu plus clair sur le vivant. Donc là, on était sur l'impermanence, puis ensuite la cause à effet, ou les causes à effet au pluriel. Le troisième, c'est qu'aucun organisme vivant vit sans échange avec les autres organismes. Aucun. L'échange, c'est la vie. À chaque fois qu'on ne veut pas échanger avec quelqu'un d'autre, on est en régression. Ou en tout cas, on s'empêche d'être en évolution de la complexification permanente des expériences, des sensibilités, des intelligences, etc., des capacités, des compétences des autres. Donc là, on peut dire qu'il y a un autre constat, c'est l'interdépendance et l'interaction. Quand je vous dis tout ça, je vous invite à faire toujours un parallèle avec, par exemple, ce qu'on vit au quotidien, ou ce qu'on reçoit comme information, etc., etc. Voir si effectivement on est dans un processus comme ça, ou non. Sinon, l'interrogation est forte, hein, et les solutions à apporter sont probablement nécessaires. Ensuite, quoique les êtres humains semblent être au sommet de l'évolution phénoménale terrestre, chacune et chacun a ses limites, tant dans ses compétences que dans ses performances sensorielles, sensitives, cognitives ou physiques. Et un instant, vous êtes dans un niveau de ces compétences, l'instant d'après, il y a une de ces compétences qui est moins haute que l'instant d'avant ou plus haute.
Donc c'est jamais linéaire et constant. Ça s'appelle la relativité. Et puis elle se vérifie chez tout le monde, parce que personne aussi n'a de omniscience. Ce mot relativité, bien sûr, si on prend d'autres exemples, si on mettait un aigle qui volait ici et puis qui descrivait ce qui se passe peut-être tout au bout de la salle, et qui serait capable de le décrire, et qu'après on me demanderait à moi de le décrire, à part des rectangles rouges un peu verticaux et des bandes marron, beige clair, horizontales, je vois rien d'autre. Peut-être que l'aigle, lui, il voit, je sais pas, une petite souris qui est cachée entre deux fauteuils. Ça pose la question, effectivement, de l'humilité. Quand on a conscience de notre relativité à propos de toutes nos perceptions, nos sensations, notre domaine cognitif, notre domaine de différentes intelligences, on pose la dimension d'humilité. Alors l'humilité, c'est pas la soumission, hein. L'humilité, c'est de reconnaître nos compétences de l'instant et de ne pas s'y accrocher, parce que l'instant d'après, les compétences ne seront peut-être pas du même niveau, peut-être plus hautes, peut-être plus basses. On a une sorte de lucidité qui va avec la relativité et qui va avec... Tu suis, là? Ça va? Tu as toute mon attention. Bien. Ensuite, sur Terre, on a chaque phénomène est astreint à une loi. Je peux? Tu me permets? La loi, c'est celle-là. C'est cette force de gravité. Que ce soit à cette altitude-là, ou en avion ou en deltaplane, la force de gravité, elle est là tout le temps, elle nous régit, et c'est vraiment une très très grande chose d'apprendre à vivre avec elle. Il suffit que vous ayez une petite marche en traversant un pont, vous n'avez pas vu la marche, vous vous explosez le nez. Par exemple. Cette force de gravité, elle est vraiment essentielle à éprouver, à expérimenter, à intégrer, à s'en servir pour se tenir assis, debout, marcher, coucher, quelle que soit l'action que nous mettons en œuvre. Donc ça veut dire apprendre à utiliser tout son système neuronal, neuromusculaire jusqu'aux orteils, de son centre de gravité, de sa verticalisation, etc., etc. Ensuite, dans les productions mentales, on s'aperçoit que si par exemple on a une production mentale et qu'on ne lui donne pas forme, finalement, quelle consistance avait cette production mentale? Aucune. Elle n'avait aucune substance. Elle va pouvoir avoir une sorte de... Elle va pouvoir avoir une intégration dans l'être. Aidez-moi là pour le mot. Rentrer dans la chair. Une incarnation. Une concrétisation. Si effectivement, cette production mentale, cette pensée, elle est mise en œuvre. Mais fondamentalement, elles sont sans substance. Quand on s'aperçoit de ça, on relativise tout de suite ce qui est issu du fonctionnement cérébral, en apprenant à le contempler, à l'observer, à rester tranquille par rapport à tout ça. C'est une des conditions de cessation des souffrances. Une des. Donc quand elles ne sont pas suivies, ces productions mentales, elles s'évaporent. Donc et quand elles sont suivies, elles s'incarnent dans l'impermanence.
quelle que soit la production mentale qui s'incarne, elle s'incarne dans l'impermanence. Il suffirait que quelque chose change dans notre univers intérieur ou qui nous influence en dehors de notre peau, l'univers extérieur, pour que l'état d'esprit change tout de suite et qu'on passe des pleurs à la rigolade, du désespoir à l'espoir, de la violence à la paix, de la paix à la violence, et tout le reste réciproquement. Et quand on regarde chaque matière au travers d'un microscope puissant, qu'on scrute, et qu'on va de plus en plus profondément dans la matière, on voit rien. On voit du vide, on voit rien. C'est un peu paradoxal d'être emporté par des émotions, des réflexions, toutes ces productions mentales qui amènent des fois des réjouissances ou des souffrances, des désirs, des plaisirs, puis après on retombe dans l'attente, dans la solitude, etc., etc., alors que on se met dans un microscope, il n'y a rien. Que nos productions mentales qui engendrent tout ça, qui font naître tout ça, elles sont vides. Il n'y a pas de substance. C'est quand même incroyable. On est dans cette dynamique-là. Je me posais des questions pour avoir perçu dans l'instant ou plusieurs heures avant, des situations qui étaient proches mais invisibles et inaudibles, ou un peu plus loin, ou beaucoup plus loin, et de savoir comment ça marche, comment c'est possible ça. Et un jour, j'ai vu des expériences qui étaient menées en Allemagne. C'était sur Arte TV documentaire. Je vous invite, ils ont des documentaires absolument extraordinaires. En fait, je ne sais plus les universités, je ne veux pas vous dire de bêtises. Quand je ne sais pas, je me tais. Donc je me tais. Donc dans une université, ils avaient pris une plante. Ils l'avaient coupée en deux. Enfin bon, séparée dans leurs racines, ils ont fait deux plantes d'une plante mère. Ils ont séparé cette plante, enfin ces deux nouvelles plantes, à plusieurs kilomètres. Je crois que c'était 5. Je ne sais plus bien, mais je crois que c'était 5. Et ils avaient mis des capteurs sur les feuilles de la plante, sur les tiges de la plante, et ils se sont aperçus que quand ils envoyaient un signal d'une certaine manière à la plante numéro 1, l'autre immédiatement réagissait, et réciproquement. C'est comme si quelque chose se passait, une migration au travers de corps, via la distance qu'on peut appeler le vide de l'air. C'est ce qu'on appelle la transmigration. C'est passer au travers de, migrer au travers de. C'est aussi un élément important dans le Vekkijo Zen, mais pas fondamental. Alors, quelles sont les expérimentations dans ce cheminement que je viens de nommer? Le développement de la bioconscience, encore une fois, les constats concrétisés qui deviennent, quand ils sont concrétisés, ils sont effectifs et on en prend conscience. Donc ils sont concrétisés vraiment. Puis, par la grande concentration, vous avez probablement tous vu, même s'il y a des gens ici qui ne pratiquent pas, la représentation des positions assises, les jambes plus ou moins croisées, on appelle ça la position du Bouddha. Moi je ne dis pas posture, parce que les postures, à mon avis, c'est une imposture. Parce que de posture, il ne peut exister. Parce que nous sommes des êtres avec des échanges, ne serait-ce que gazeux par la respiration. Et il n'y a pas un seul moment où la position est identique. Il suffit que mon diaphragme se mette en mouvement, la position change.
mes muscles thoraciques et inspiratoires ou scapulaires, ma position change. Donc on peut parler que de position. Bien, je reviens sur une position assise, la position dite de l'éveil, dite du Bouddha, qui aussi peut se discuter dans le fait de la construire et de lui donner sa dynamique et son niveau de conscience. Et donc, lorsqu'on est dans une grande concentration, dans cette position-là, en fait, il y a un moment où ce que nos consciences habituelles nous couvrent, j'allais dire cache, non, parce que là il y a une action volontaire de... Non. Mais couvre sans action volontaire, qu'on appelle parfois l'ignorance. Je n'aime pas ce terme-là, donc j'utilise plutôt la méconnaissance. C'est ne pas connaître. La méconnaissance de ce qui est, cette concentration-là, elle fait se déliter les voiles de cette méconnaissance. Et on arrive au début de mes questionnements que j'ai partagés avec vous. Et ce qui est dévoilé, c'est ce qui anime le vivant dans toutes ses phases et qui en est le cœur. Et lorsque la vacuité est réalisée, eh bien c'est l'amour qui est infini dans le temps et dans l'espace qui est délité. Ce qu'on appelle l'état de Bouddha. En fait, il y a des chrétiens, quand cet état est parvenu, je me suis mis en quête de savoir s'il y avait d'autres traditions qui relataient ces états. Et j'ai trouvé Saint Jean de la Croix. J'ai pas trouvé Saint François d'Assise. J'ai trouvé des grands comportements, des actes posés chez lui et chez Claire d'Assise, mais j'ai pas trouvé pour lui. J'ai trouvé des soufis. Et puis évidemment des gens, des maîtres zen. Voilà. Donc ce qui est proposé dans le cheminement, dans les expérimentations du Vekkijo Zen, l'objectif, avec tout ce que je viens de vous dire, débouche sur le verbe être. Pas dans sa plénitude, parce que ce serait prétentieux de dire ça, on ne sait jamais tout ce qui y est, mais dans un volume, une amplitude d'existence vécue extrêmement importante. C'est pour ça que j'ai changé votre ordre de conférence et que j'ai mis mieux être, bien-être et être. Voilà, si vous avez des questions. Quelque chose que j'ai pas bien compris tout à l'heure quand vous disiez parler du microscope. Vous disiez qu'on regardait les cellules humaines, c'est ça, au microscope? Qu'on regardait les cellules humaines au microscope? Les cellules vivantes. Et donc, j'ai pas bien compris, vous disiez qu'on ne voyait rien, mais il me semble qu'on voit quand même qu'on voit des choses, enfin on voit des cellules ou d'autres, des particules plus ou moins de différentes tailles, quoi. Vous pourriez un peu détailler ça? Oui. Selon mes compétences. On parle d'une cellule, par exemple. On arrive à un ensemble de molécules qui vont former la cellule, des ensembles de molécules qui vont former des éléments de la cellule. On rentre dans une molécule, on va voir des atomes qui forment cette molécule. On va de plus en plus profondément. Et là, on arrive avec des systèmes après quantiques de vibrations, etc., d'ondes, et on voit rien. Il y a pourtant des implications quantiques qui permettent de n'importe quel endroit jusqu'à n'importe quel endroit, peu importe la distance, qu'un
instantanément, il se passe quand même quelque chose. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle nous la transmigration. Oui. C'est sûr. Et par notre conscience sensorielle et tactile, on se dit, mais non, c'est pas possible. Il y a quelque chose, évidemment. C'est juste pour faire un parallèle, pour relativiser et se poser la question sur qu'est-ce que nous sommes. Pour peut-être compenser avec le fait de tout notre imaginaire émotionnel, cognitif, la représentation que nous avons de la croyance en tout ça. Hein, la croyance en tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ego, quoi. Hein. Alors dans ma bouche, ce n'est pas négatif. C'est la représentation qu'on peut avoir de nous-mêmes, consciente ou s'il n'y a pas de représentation et on vit de manière peu consciente par rapport à ça, évidemment, on ne peut pas parler de représentation, on peut parler simplement, on vit sa vie et puis on ne se pose pas trop de questions et on ne fait pas trop de mise en avant de tout ce à quoi nous croyons être. Je peux. Il me semble qu'il y a un moment où nous n'avons plus la capacité de voir, où nous sommes limités. Est-ce que nous avons du mal à concevoir, ou notre ego a du mal à concevoir, c'est les limites de notre capacité à comprendre les choses. Et on voudrait pouvoir tout expliquer. Mais il y a un moment donné, ce vide, comme je l'entends, c'est un vide dans le sens où on commence d'une manière plus ou moins objective, par l'observation, à dire « là, oui, je ne vois plus ». Et peut-être accepter d'en arriver là, à dire « je ne suis pas en capacité de dire, de voir les choses ». Et peut-être le commencement d'un moment où ça va se passer quelque chose pour nous, qui n'est plus uniquement dans nos mains. C'est le plus dur pour l'être humain d'en arriver à ce stade où il doit abandonner tout ce qu'il sait, tout ce qui est construit, tout ce qui ne lui appartient pas, parce que la majorité de son savoir, il ne l'a pas eu par expérience. C'est peut-être dans ce sens-là que j'entends la chose. Mon propos dans cette intervention, c'est vraiment faire un parallèle entre tout ce que nous pensons à propos de nous-mêmes, de chacun de nous, mais aussi des autres, et que finalement tout ça c'est tout à fait relatif, tout ça ce n'est pas permanent, tout ça c'est simplement des productions mentales qui se sont incarnées à un moment donné, qui n'ont pas de substance, c'est dans une relativité absolue, et on s'accroche à tout ça, et on souffre avec tout ça, et on recherche tout ça, et on reproche à soi-même, on reproche aux autres. C'est un vrai bordel, quoi. C'est un vrai bordel de voir cette humanité en souffrance, alors que fondamentalement, c'est pas ce à quoi elle aspire. Et cet enseignement expérimental, c'est pour arriver à voir la chose telle qu'elle est, c'est-à-dire la dernière phase dont je vous ai parlé, qui n'est pas transmissible par des mots. On peut donner des mots, mais les mots sont pâles par rapport à ça. Mais cela cesse là. Et c'est comme si, on commence à se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de fondamental ? Bon voilà, des réponses arrivent, et puis on arrive par l'expérimentation à répondre à la question, mais de manière expérimentale. Et non plus de manière d'aspiration émotionnelle, quoi. Ou, oui, je peux l'appeler comme ça, d'aspiration émotionnelle. Pour affirmer que tous les êtres humains que nous sommes, s'ils s'attardaient un petit peu
à expérimenter, sincèrement, en même temps à réfléchir, enfin en parallèle, avant ou après l'expérimentation ne va pas avec la réflexion. Ce sont deux temps de situations séparées. Parce que dans l'expérimentation, il n'y a pas de réflexion. Et dans l'expérimentation ultime, il n'y a ni réflexion, ni conscience d'aucun sens. On dit, par exemple, quelqu'un qui est dans cette... enfin, quand je dis quelqu'un, c'est déjà faux. Cette expérimentation, il n'y a personne sur le coussin, il n'y a pas de coussin. Bon, c'est ce qui se passe. Donc, c'est un peu compliqué. Mais dans cette expérience-là, il n'y a pas de processus de réflexion. Avant-après, ça appartient à l'humain de se poser des questions. Et ces questions-là, elles sont disponibles pour tout le monde. Peut-être que dans cette salle, un grand nombre de personnes s'est déjà posé une ou plusieurs questions, ou a fait un ou plusieurs, ou l'ensemble des constats que j'ai essayé d'énumérer tout à l'heure. Ça appartient à notre possibilité de discernement. Il suffit des fois qu'on s'arrête sur ces choses basiques, parce que c'est tout à fait basique. N'importe qui peut poser des questions comme ça, à condition d'être dans un cheminement de curiosité et de ne pas considérer ce qui est vécu comme quelque chose d'établi sans intérêt. Il y a une curiosité, une aspiration qui est effectivement nécessaire, comme une sorte de gestation pour accoucher de ce que nous sommes vraiment. Y a-t-il d'autres remarques? Ah, j'ai un micro qui se tend. Voilà, moi, c'est plutôt pour... parce que tu as parlé de différentes disciplines, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Il y a l'une que j'ai essayé de pratiquer pendant quelques années, l'aïkido. Et si j'ai fait ce choix de cette discipline, c'est parce que je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'arriver à un autre niveau, à comprendre ce qui se passe en mon être. Qu'effectivement, j'analyse beaucoup de choses, mon mental participe, mon imaginaire, mais comment je pouvais trouver une discipline qui engageait mon corps aussi dans une réflexion, pas seulement être un corps à part, mais un corps qui fait partie d'un tout, de ce que je suis, un tout, je ne suis pas qu'un élément. Et donc, c'est vrai que dans cette discipline, et comme dans d'autres, il y a cette occasion à travers un partenaire, parce que c'est important d'avoir un partenaire, il me semble, d'être confronté à soi-même. Parce qu'on peut être confronté à soi-même avec son mental et se faire plein d'histoires, se raconter plein d'histoires, mais quand il y a quelqu'un en face avec qui on doit réaliser quelque chose ensemble, là, il ne s'agit plus d'être seul dans mon imaginaire. Je dois tenir compte de l'invitation qui m'est faite ou de celle que je fais et de dialoguer autrement avec ce que va me permettre mon corps, mais pas uniquement mon corps. Et c'est vrai que c'est une chose qui était difficile, très difficile, parce que très vite, c'est quand même si on est dans la simulation, c'est quand même une confrontation, qu'on le veuille ou non. C'est un mouvement qui est donné, qui demande un autre mouvement et qui éveille en moi, en tout cas c'était mon cas, éveille en moi une forme de combat, de violence, d'affrontement. Et c'était intéressant parce que ce que je me cachais venait à jour, que j'avais aussi envie de frapper ou d'être en confrontation avec mon adversaire qui n'était pas un adversaire en réalité, mais c'est mon imaginaire qui m'a amené à ça. Et puis j'ai vu que progressivement, je pouvais, effectivement, en faisant attention, avec bien sûr tout mon potentiel, simuler, faire semblant que j'étais non-violent, qu'on participait à quelque chose. Et il y a un moment, quand même, qui nous est invité, après avoir tous ces moments de rencontre, on nous dit librement, allez, vas-y, maintenant, vous, sans trop réfléchir, vous avez plusieurs personnes en face qui viennent vous voir, qui vous invitent, que vous invitez, vous devez répéter
tous ces mouvements que vous avez appris pour l'amener au sol ou pas, etc. Et là se révèle encore plus. On croyait avoir acquis quelque chose et finalement, comme on est dans l'instant immédiat, eh bien non, c'est pas si simple que ça. Hop, vient à la surface toute cette violence contenue, mais c'est nous. Comme disait tout à l'heure Daniel, l'ego, c'est nous. Et c'est pas question de le rejeter, c'est question de comprendre comment nous fonctionnons. Et pourquoi comprendre? Pour peut-être essayer de vivre avec nous, quoi, pas à côté de nous, avec nous. Donc, bien sûr, je remercie cette discipline, comme d'autres, qui permettent d'avancer. C'était juste pour rebondir par rapport au titre de la conférence et par rapport à ce qui vient d'être dit. On aurait pu dire, donc dans l'ordre, mieux-être, bien-être, et peut-être naître à soi-même. C'était, voilà. Oui, je l'ai dit. Hein. J'ai dit en gestation et accoucher. Quand nous avons évoqué le titre de la conférence, je me suis assise et j'ai pris quelques notes de ce que ça m'évoquait, en fait. Et j'aime beaucoup la réorganisation du titre, mieux être, bien-être, être. Le commentaire que j'ai, c'est que on me demande souvent pourquoi je pratique ces les trois disciplines dont tu parlais. Et puis d'autres me demandent, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Et à chaque fois, je réponds la même chose. Je dis que ces disciplines m'aident à bien vieillir. Et que en pratiquant ces disciplines, je prends de plus en plus conscience que je n'ai pas de temps à perdre. Pas dans le sens qu'il faudrait maximiser le loisir, parce que maintenant je suis à la retraite, les voyages, le bon temps. Pas du tout comme ça, mais parce que vraiment j'ai besoin d'approfondir cette connaissance de moi-même et d'étudier mon rapport avec le monde extérieur et de mieux appréhender l'interdépendance de tout cela. Et ça, c'est des termes que j'entends depuis les années que je pratique. Et le titre de la conférence m'avait fait une sorte d'unité de tout ça, comme un autre outil de renforcer ma motivation dans ces pratiques. Ceci dit, ma zone de confusion se situe quand même dans l'interface entre mon besoin personnel d'évolution et ce que je perçois comme un besoin de faire ma part. Et faire ma part, que ce soit par loyauté familiale ou solidarité sociale, qui peut parfois me sembler en compétition, en conflit, ou parfois comme un ensemble cohérent. Mais ça reste quand même une zone de confusion. J'avoue que parfois, s'asseoir sur un coussin me paraît comme un luxe. Un luxe parce que je vis dans une région qui n'est pas en guerre. Un luxe parce que je suis en bonne santé. Un luxe parce que je suis à la retraite sans besoin de courir entre les besoins de ma jeune famille et mes responsabilités professionnelles. Je n'ai pas vraiment de questions précises, j'ai plutôt une interrogation générale. C'est comment rendre le mieux-être, le bien-être et l'être accessible aux personnes sensibles, mais éloignées de nos pratiques par le rythme de leur vie ou par le rythme que la vie leur impose. Je pense que tout ce qui se passe dans le monde en ce moment évoque cela en moi. Tout ce qui explose partout, ces gens-là ne peuvent pas s'asseoir sur un coussin. Bon, il y a au moins trois sujets que tu évoques. Le premier, de prendre conscience qu'il n'y a pas de temps à perdre, que la Terre tourne sur elle-même très très vite. Elle tourne autour du Soleil, on appelle ça une année.
Notre système solaire se déplace en spirale dans la galaxie à des vitesses complètement folles. Et chaque tour de soleil nous marque donc un an. On ne sait pas quand est-ce que notre existence va s'arrêter. Peut-être dans une minute, vous me ramassez, c'est fini. Donc on ne sait pas. Donc dans ce sens-là, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre, pourquoi ? Quand on a conscience, par la nécessité. Alors qu'est-ce que c'est nécessité ? Je me souviens que je me recale pour bien sentir mon bas-ventre dans tout ce que j'ai réalisé en tant que père de famille, puis, puisque tu citais plein de situations, hein, etc. Une partie de moi-même m'entraînait toujours. Cette partie, c'est cette partie sous-ombilicale. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé des gestations. C'est quelque chose dans le fond des tripes qui faisait marcher le bonhomme du moment, tout en accomplissant du moins pire possible ou du mieux possible les résultats des causes de ses actions dans les situations qui sont tout un ensemble de causes réunies. Élever une famille, être attentif à son conjoint, transmettre, étudier, travailler, militer, et patati et patata. Ça demande une très grande énergie, oui, mais dans un monde en paix. Avec quelque chose à respirer d'à peu près correct, avec de l'eau et à manger, et un toit. Alors, quand il y a conscience de tout ça, de la chance, parce que quand même c'est en étude de se poser toutes ces interrogations, je trouve. Ça donne une dimension à l'humanité, elle est modeste, mais elle existe quand même, on n'est pas des légumes, quoi. Bon, quand en plus les choses sont réunies, les éléments situationnels sont réunis pour pouvoir expérimenter, pour comprendre, pour prendre avec soi, pour arriver à la connaissance, et c'est naître avec, on n'a pas de temps à perdre. Et d'avoir bien conscience que l'existence, elle peut s'arrêter là, demain, paf, tout de suite. Donc, c'est pas la course à tout ce que tu as dit, évidemment, c'est simplement dire, le vivant, une de ses formes, ça ressemble à ça, on va essayer de l'honorer. Après, c'est une question d'organisation. Mais oui. Je pense que de manière objective, je peux en parler un peu. Parce que d'élever 3 gamins, d'avoir une entreprise, etc., enseigner, il faut une organisation. Sinon, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, une conscience de l'impermanence, une réjouissance des questionnements et des aspirations et des nécessités de réponse, de l'organisation, dans la chance d'être dans une société qui n'est pas en guerre. Dans la chance d'être une société où on travaille, enfin je ne peux pas prendre cet exemple-là parce qu'il est faux pour moi, mais bon, où en général on travaille 35 heures. Et d'avoir les commodités qu'on a quand on a la chance d'avoir un boulot. Ça fait beaucoup de conditions, évidemment. Et quand on a la chance que l'être que l'on est a cette sensibilité-là aussi. Hein, bon. Alors c'est une chance ou c'est une cause à effet. Quand on voit les choses en termes de cause à effet, on ne met plus ça sur la chance. On met ça sur la succession d'éléments qui complexifient le vivant.
une chance. Alors, c'est un luxe, mais il y avait des êtres dans le passé, et certainement dans le présent, qui étaient en recherche profonde, dans une grande pauvreté, puisque là, nous, on est les petits bourgeois, comme tu as dit, dans une grande pauvreté, dans des pays qui étaient en guerre, qui le sont peut-être encore, et qui respiraient, buvaient et mangeaient à peine, et se sont mis en quête de trouver, ou en tout cas en quête de ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, de toute façon, mais en quête de. Juste pour dire que les anciens nous montrent que c'était possible, tu vois. Maintenant, c'est pas sûr que nous ayons les capacités de vivre ce que eux ont vécu, puisque cette existence de petits bourgeois nous affaiblit aussi. Hein. Donc, mais il faut relativiser, je crois, ce que tu as dit. C'est pas parce que la société n'est pas socialement, grâce à toutes les conquêtes sociales qui ne sont pas des acquisitions, propice à nous libérer du temps, au fait qu'on soit bien substanté, etc., que ce n'est pas possible. Parce que les anciens qui ont transmis ne nous auraient pas transmis, car eux vivaient des choses comme ça. Et maintenant, tu as abordé une troisième chose que j'ai oubliée. Tu as parlé du luxe, tu as parlé d'abord du temps qui passe, tu as parlé de la vieillesse. Et rendre nos pratiques accessibles. Voilà, rendre une pratique accessible. Quel sujet. Ça fait 42 ans que je me prends la tête avec ça. Je ne sais pas comment faire. J'ai essayé tellement de choses. Je suis incompétent pour répondre à cette question. On a beau témoigner, on a beau se déguiser avec un habit de moine, on a beau se raser les cheveux, on a beau. On a beau, c'est bien, oui, finalement. J'en arrive à une conclusion, après avoir parcouru des milliers de kilomètres d'Ukraine en Espagne, en passant par le Japon, etc., que si, au moment d'une rencontre, il n'y a pas une sensibilité qui reconnaît en l'autre ce qui vibre chez soi-même, il ne se passe rien. Et les êtres se croisent. Si il n'y a pas une gestation qui nous amène à aller vers des expérimentations qui peuvent nous donner une réponse, il ne se passe rien. En fait, je ne sais pas quelles sont les conditions qui devraient permettre aux êtres d'utiliser des outils comme ça. Je ne sais pas. Si je peux me permettre. Non, c'est pas une question d'idée, parce que c'est plutôt qu'il se passe des choses. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, mais elles n'orientent pas forcément vers l'adhésion à une discipline. Voilà, mais il se passe des choses. Peut-être qu'un passage par ici nous permet d'être ouvert à un autre passage ailleurs, je pense. Voilà. C'est vrai que ça a un côté un peu décevant. On aimerait le vivre de manière directe, le fruit de ce qu'on a mis en place. Mais la vie, elle ne fait pas ce qu'on veut. Elle est libre de faire le cheminement comme chaque individu, et c'est ce que nous vivons. Moi, je sais que j'ai eu de la chance de beaucoup de rencontres. J'ai celle ici, avec Daniel, avec Marie, avec tous ceux qui sont plus ou moins présents aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont plus là. Et voilà, ça m'a nourri.
Et même si je ne reviens pas demain, parce que ça fait quand même quelques années que je ne viens plus, et l'excuse des gens n'est pas suffisante, bien sûr, mes gens ne me permettent plus, mais c'est pas suffisant. Il y a d'autres moyens, mais ça m'a nourri. Et où je suis aujourd'hui, je suis présent où je suis aujourd'hui parce que j'ai été éveillé à un moment donné. Et inversement, je crois que des gens viennent d'ailleurs et ils viennent... C'est vrai que je comprends que c'est décevant parce que tout est mis en place. On reconnaît que cette discipline, les 3 disciplines dont on a parlé, moi j'en connais qu'une et encore, sont des ouvertures vers soi-même, comme on a parlé de naissance. Mais oui, ben voilà, c'est comme ça. On crée les conditions pour. Après, libre à chacun de vivre ces conditions. Mais c'est déjà essentiel. Créer les conditions pour que ce soit possible. C'est ce qu'on essaye avec nos propres enfants. On crée les conditions pour qu'ils deviennent des hommes et femmes, même, à part entière. Mais on ne peut pas faire plus. Après, ils vont faire leur chemin. Et on peut regretter qu'ils ne font pas le chemin qu'on aimerait, mais non, ils font leur chemin, ils ont leur... Voilà, je ne sais pas si ça répond à ce qui est dit, mais je pense qu'il y a une note d'espoir quand même là, c'est qu'ils sont sûrement innombrables, tous ceux qui sont passés ou ont entendu parler de ce qui existe, à Saint-Palais, ailleurs, à Mont-de-Marsan, ailleurs, et voilà, on a entendu parler, on sait que ça existe. C'est une lumière. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur ceux qui n'ont pas accès. Moi, j'ai un père qui n'a pas eu accès à beaucoup de choses parce qu'à 12 ans, il était responsable de famille. Son père était mort. Il a été travailler dans les mines de soufre en Sicile. Il est venu en Belgique. Il a travaillé dans les mines de charbon en Belgique. Il s'est réalisé d'une certaine manière, mais peut-être pas comme il aurait voulu. Et moi, je suis riche de son chemin parce que, appuyé sur lui, j'ai pu vivre d'autres choses. Et ça, c'est essentiel. Je veux dire, c'est ce qui me permet de dire que quand... C'est vrai que ça peut sembler facile, il y a des guerres quelque part, des gens qui n'ont pas accès à ce que je mange ou à un certain bonheur de vivre, mais je me dis, mais alors que j'ai accès à ces choses-là, si je ne les vis pas pleinement, mais je fais insulte à ces gens qui n'ont pas accès. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, nous avons ce bénéfice. Merci. Merci. Je souscris et je partage ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, il est important de ne pas mélanger une sorte d'absolu avec des morceaux de ce qu'il est possible d'expérimenter. Et des témoignages en quantité, effectivement, sont donnés sur tel ou tel point qui a été réalisé, comme si les gens prenaient une nourriture, un morceau de nourriture, et ça leur suffit pour l'instant. Et on les revoit 20 ans après. Ils ont digéré leur morceau de nourriture. Et ils viennent boire un coup après. Et puis ils sont désaltérés. Il se passe 5 ans. Et voilà, je peux témoigner de choses comme ça. Donc, attention à ce qu'on ne soit pas non plus dans l'absolu des choses. Apprendre de soi, c'est un peu trop limité. Apprendre du vivant, ça me paraît plus adapté. Et puis, oui, on s'appuie forcément de la nourriture, de ce qu'on vient de vivre l'instant d'avant et les instants d'avant. Aucun de nous dans cette salle va ressortir comme il est rentré. Je ne parle même pas du processus chimique. Je parle au niveau informationnel et puis au niveau du raisonnement, des informations qu'on a échangées. Donc, tout ça, ce sont des petites graines qui nourrissent éventuellement le futur. Et on rentre à la maison, des amis sont à la maison, et demain, on parle de la soirée. Et il y a une amie ou un ami qui... ça fait tilt. Et c'est simplement ce que vous allez rapporter de ce que vous avez passé, ou une partie de ce que vous avez enregistré,
qui, chez cette personne-là, va lui apporter un autre élément de complexification qui vont finalement, les éléments tous ensemble, permettre de voir plus clair sur une situation et de passer à un cap de conscience. Donc, l'absolu est un piège. En agissant du moins pire possible, c'est bien. Et comme dirait Dutheil, le meilleur, c'est Silène, moi. On n'est jamais à l'abri du meilleur. On n'est jamais à l'abri du meilleur. C'est ce que je vous propose pour terminer notre rencontre ce soir. On n'est jamais à l'abri du meilleur. Donc, allez dans ce sens-là si vous voulez. Si vous en avez l'aspiration, l'envie ou la nécessité. Y a-t-il d'autres interventions ? Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Il y a peut-être quelque chose à boire ou à grignoter. Ouais. À boire, déjà, nous, on a de l'eau, oui. Donc, vous n'en avez pas. Bonne soirée et merci de votre attention. Bonjour.